On est sur un plan Chico, j'ai rien dans les Chico, vous êtes... Ouais. Non, t'as rien, t'as rien. Salut Internet. Wesh wesh les amis. Hello tout le monde. Mes chers amis, bien le bonjour. C'est normal en Russie. Je n'ai rien vu d'aussi badass de toute ma vie. YOLO. On pourrait mettre n'importe quelle musique dessus, ça fonctionnerait. Oui, même celle-là fonctionne. Voilà, je sais que ça fait très bizarre, mais encore une fois, voilà le côté over maquillé, peut-être même trop maquillé, qu'on peut voir sur Instagram avec l'highlighter, etc. Et le côté vraiment plus naturel du quotidien, de tous les jours. Et voilà. Mais là, tout allait trop bien. J'ai encore fait une belle bêtise. On peut voir là que les deux trous sont même pas aux mêmes endroits. Bon, mais laissez-moi expliquer mon erreur là. À cause de mes moulures, je dois ajouter un support sous le cadre. Mais un de mes deux morceaux là, il est plus large que l'autre. Un il est parfait, mais pas l'autre. À cause de ça là, j'ai déplacé la position de mon trou. Ouais, mais il faut que j'arrange ça maintenant. Je commence par trouver là, un bout d'érable dans mes chutes. Ensuite, avec la même mèche que j'ai utilisée pour percer les trous, je marque le bois. Ah, ici, là, on peut bien voir ce que je veux dire par marquer le bois. C'est parti pour 7 choses à savoir sur Instagram. Bordel de bitaneux, et mon cul c'est du poulet, ta mère la grosse chouin. La langue française est remplie d'insultes et d'expressions plus ou moins vulgaires, surtout plus qui ravissent les oreilles. Mais ne soyons pas chauvins, les autres aussi ont fait beaucoup pour ça. Voici donc le top 8 des insultes qu'on piquerait bien aux étrangers. Et donc, c'est ce qui a permis de se réapproprier cette bataille de Poitiers, parce que pour quelqu'un qui défend l'idée du choc des civilisations, c'est du pain béni, c'est le choc entre la civilisation chrétienne d'un côté et la civilisation musulmane de l'autre. Même si en fait c'est pas vrai du tout, même si pour ceux qui ont raconté cette histoire à l'époque, il n'y avait pas du tout cette dimension religieuse et culturelle. En gros, on a ici la définition d'un mouvement social, et peut-être même le tout premier mouvement social documenté de l'histoire de l'humanité. Cependant, au-delà de ce regroupement ponctuel et éphémère pour défendre leurs intérêts, existe-t-il des droits à cette époque qui permettraient de protéger les travailleurs? Toujours sur ce principe d'égalité entre citoyens est pondue en juin 1791 la loi Le Chapelier, qui interdit les organisations ouvrières, le compagnonnage et la grève. Formidable, non? On est tous égaux maintenant, on est tous une grande famille. Bon, certains restent toujours propriétaires de leurs outils de production, bien évidemment, alors que les autres n'ont que leurs petites mains pour travailler. Bonjour. Excusez-moi, il y a mépris, je suis pas un Gaulois. Je suis un Arverne. Un Celte à la limite, si vous voulez, mais ça, Gaulois, ça n'existe pas. Non, les seuls qui nous appellent comme ça, c'est les Romains, qui parlent de la Gaule. Des Gaules, même. D'ailleurs, ils appellent Gaule cisalpine les terres de l'autre côté des montagnes, de leur côté, quoi. Et Gaule transalpine, tout ce qui est au-delà des Alpes, de leur point de vue, cette fois. Enfin, c'est dire s'ils appellent Gaulois un petit peu tout et n'importe quoi, du moment que c'est celte. Tu ne me suis plus, Albert. Prenons un exemple.
Une équipe de chercheurs interroge des gens dans la rue. À chaque personne rencontrée, les chercheurs offrent un bonbon et posent 2 questions. 1. Avez-vous dormi avec vos chaussures aux pieds la nuit dernière ? 2. Vous êtes-vous réveillé ce matin avec des maux de tête ? Après avoir assemblé des centaines de réponses, les chercheurs analysent les données récoltées et observent quelque chose de remarquable. Les gens qui ont dormi avec des chaussures aux pieds se sont presque toujours réveillés avec des maux de tête affreux. Pour les autres, ceux qui ont dormi sans chaussures, c'était beaucoup plus rare. Une forte corrélation entre chaussures aux pieds et maux de tête le matin est donc observée. Cette corrélation est publiée dans un journal de recherche, la presse se l'approprie très rapidement et on se retrouve avec des titres de journaux du genre « Prouvé, dormir avec des chaussures aux pieds donne des maux de tête ». Bien sûr, dormir avec ses chaussures n'amène pas des maux de tête. Se retrouver au lit avec ses chaussures et avoir d'affreux maux de tête le lendemain sont simplement les conséquences d'une fête trop arrosée la veille. C'est notre 3e phénomène, c'est le facteur confondant auquel aussi bien les chercheurs que les journalistes auraient dû penser. Mais tout le monde était tellement pressé de publier que personne n'a pris le temps de réfléchir. Donc pour en parler simplement, on va faire la distinction entre 2 choses, le voyage dans le futur et le voyage dans le passé. Parce que c'est différent. Le voyage dans le futur, c'est possible et c'est pas très compliqué théoriquement. Vous pouvez par exemple vous déplacer très très vite. Ça, c'est la relativité restreinte. Donc par exemple, si vous vous déplacez à 80% de la vitesse de la lumière, le temps sera dilaté de 60%. Ça signifie que donc si vous vous déplacez à 80% de la lumière, chaque 6 ans qui se passe pour vous, il se passe 10 ans pour ceux qui ne se déplacent pas. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine avait besoin de mieux comprendre les effets de l'accélération et de la décélération sur le corps humain, notamment pour mieux protéger les pilotes en cas de crash. À l'époque, les experts estimaient que la force maximale qu'une personne pouvait supporter était de 18 G, soit 18 fois la gravité terrestre. C'était avant que le colonel John Paul Stapp n'intervienne. L'extraction conventionnelle touche à sa fin, alors on pourra toujours aller chercher du pétrole dans les schistes bitumeux ou dans les profondeurs océaniques, ça ne changera rien à l'urgence numéro 1 qui n'est pas énergétique mais écologique. Ça mon petit prof, tant que le pétrole demeure bon marché, pas question de financer les alternatives durables. Ils continueront de dépenser toujours plus de fric pour aller en chercher jusque dans le cul de ma grand-mère. Et dans le ciel ici on voit Dieu. Coucou Dieu, donc qui envoie le Saint-Esprit féconder Marie. Hein. Le Saint-Esprit est souvent représenté par une colombe et un rayon lumineux qu'on voit à peine, hein, qui souvent vient frapper Marie. Hein. C'est symbolique. J'étais jeune, je lisais les comics Spider-Man, je regardais la série animée Batman et j'écoutais du Renaud. Ce sont des icônes qui m'ont façonné d'une façon ou d'une autre. Mais je ne peux pas tout laisser passer. Ni ça. Ni ça. Good night. Ni... C'est mieux de toujours laisser une bonnette sur le micro parce que le moindre mouvement que tu feras, ça fera un bruit de vent et t'auras un son dégueu. Et attention aux prises de son en extérieur, à bien utiliser une moumoute à poil. C'est tout doux mais ça sert surtout à enlever les rafales de vent qui vont venir polluer ton son de sons comme ça hyper graves, qui vont tout gâcher. C'est aussi généralement pour ça que sur le micro tu as un coup bas qui vont venir atténuer les sons graves, mais vaut mieux s'attaquer à la source du problème en premier, c'est-à-dire ne pas tourner s'il y a un avion ou trop de vent, voilà. Big Fish met en scène Obi-Wan, Dr Manhattan, Edith Piaf, Madame King Kong et Hercule Poirot, et parle de la place du fantasme dans la réalité, en nous racontant l'histoire d'Edward Bloom, un homme qui raconte des histoires. Le récit va alterner entre le présent et la version picaresque de la vie d'Edward, qui est trop fort et fait tout mieux que tout le monde. Depuis sa croissance express jusqu'à sa vie de vendeur de génie, en passant par sa rencontre avec une sorcière dont l'œil droit prédit la mort, ses exploits scientifiques et sportifs, son départ de sa ville natale avec un géant, sa découverte d'un village secret utopique et ses chelous, la cour forte en pollen qu'il fait à la femme de sa vie, sa participation à la guerre de Corée, etc., etc. Je ne vais pas tout vous raconter, soit vous avez déjà vu le film, soit je vais quand même vous laisser 2-3 machins à découvrir. Donc si on part du principe que la société Encom représente en réalité Disney, et que le vieux Walter est Walt Disney, ça signifie que les méchants du film sont les nouveaux producteurs plus agressifs qui arrivaient à ce moment-là. Encom n'est plus ce que vous aviez lancé de votre garage, monsieur. Et qui voulaient faire changer les vieilles méthodes héritées de Walt. Il m'arrive de rêver à mon ancien garage. Et que la grosse intelligence artificielle méchante MCP représente les nouvelles technologies d'animation. Que le film lui-même utilise. C'est une théorie que j'adore parce que ça voudrait dire que le film est suffisamment couillu pour adresser une critique à l'encontre de son propre producteur. Mais débarque un autre ingénieur en logiciel, pas très jeune ni très brillant, mais furieusement sournois. Rick est policier. Non, même mieux que ça. Rick est shérif d'une petite bourgade située non loin d'Atlanta. Comme tous les policiers américains, Rick adore rigoler avec ses collègues sur des blagues sexistes en s'empiffrant de junk food. Comme tous les policiers américains, il aime faire pampan avec des flingues sur des minorités ethniques. Et comme tous les policiers américains, il prend un malin plaisir à faire des généralités. Mais c'est au cours d'une intervention que je qualifierais de die-hardesque que
Rick se fait malencontreusement tirer dessus. Mais en fait ça va, car grâce à la magie du gilet pare-balles, ce dernier se relève sans encombre. Malheureusement pour lui, alors que tout danger n'est pas encore écarté, il décide de le retirer et... On vous apprend quoi dans les écoles de police aux États-Unis exactement? Les politiques corrompus, je vous baise et je vous rebaise. Mais je me protège, hein. Viens, on attrape un de ces escrocs là, n'importe lequel. Qui passe sous mon rasoir à couilles, sentir l'amour en guise séquelle. Pas de justice, pas de peace, un beau préquel. Notre pays parle, le verlan fait d'abord souffrir. Les femmes et les enfants, j'assiste à ça presque impuissant. Comme dans un rêve, la chute des dents. Je sens que c'est un signe des temps. Mais faut sauver sa peau, bah, sur le moment. Du coup j'éclate un ouinge et je rigole bêtement. Tourner le pétard au problème nourrit ma peine, c'est ma bohème en médicaments. Mais là, vous voyez le compteur qui est au-dessus de ma gueule. C'est un truc de dingue, c'est toute l'évasion fiscale qu'il y a eu depuis le début de cette vidéo. Donc ça monte méga vite et toute cette thune, c'est nous qui la perdons et qui allons devoir la compenser par nos impôts dans les budgets publics. Mais il y a un compteur qui fait encore plus mal. Ce compteur, c'est le compteur de l'évasion fiscale depuis le 1er janvier de cette année. Et ça, il y a CCFD Terre Solidaire qui l'a fait. C'est sur son site monparis2017.org et il vous permet de le partager sur Facebook ou sur Twitter. Parce que ce compteur, il représente toute la thune qu'on va devoir nous mettre au pot commun, qu'on va devoir nous payer par nos impôts ou payer par nos sacrifices de services publics parce que des gens trichent en planquant leur argent ailleurs. Donc c'est méga important de le faire tourner. Ah, le mérite. C'est la vieille chanson du capitalisme. Celle qui faisait croire à plein de gens qu'il suffisait d'émigrer aux États-Unis pour devenir milliardaires, alors qu'en fait, ils iraient crever dans un taudis pour un taf de merde. Celle qui dit que quand on veut, on peut. Et pour Macron, le mérite en 2016, il passe par Uber. Pour Macron, les jeunes de cité, il faut les aider à remonter socialement. C'est pour ça qu'il est allé à Bobigny pour annoncer sa campagne. Et pour lui, Uber leur permet ça, en leur donnant du boulot que l'économie classique leur file plus. Ce qu'il veut, maintenant, c'est aller plus loin, leur donner des possibilités d'avancement. Dans l'idéal, le gars qui commence chez Uber comme chauffeur, émancipé par son travail, il va monter, et qui sait, un jour, fonder son propre Uber et porter lui aussi un costard. Parce que pour Macron... La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. D'après une étude de l'OCDE, les entreprises qui distribuent massivement des dividendes et rachètent leurs propres actions ont des performances boursières 50% supérieures à celles qui, au contraire, choisissent d'investir dans leur développement. Gagner plus pour gagner plus. Sacré onanisme financier. Dès lors, le système politique semble avoir atteint une de ses limites. Celle où, quel que soit au final le candidat élu, la majorité des Français sera, pour des raisons différentes, insatisfaite du résultat. Bien sûr, le système est ainsi fait que la France aura un président ou une présidente au soir du 7 mai. Mais ce dernier ou cette dernière ne représentera au final qu'environ un électeur sur 5, soit un inscrit sur 6 sur les listes électorales, pour peu qu'on considère tous les scrutins obtenus au premier tour comme le signe d'une adhésion absolue à son projet, ce qui constitue déjà une hypothèse irréaliste. Il faut mettre des idées dans la tête des gens, comme le fait que la police les protège, mais aussi, il faut de la force aussi, il faut de la violence, et du coup la police sert à ça. Tous les marxistes, les anarchistes et les écolos vénères vous le diront, le rôle premier de la police, c'est ça. Assurer pour le haut de la pyramide la sécurité intérieure. Se battre donc contre l'ennemi intérieur, celui qui menace l'ordre social. Ce n'est évidemment pas le discours dominant aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on apprend aux enfants par exemple. La police, elle est là pour arrêter les voleurs, les méchants, pas pour terroriser les pauvres. Et la première chose qui nous passe par la tête, c'est ce que l'on entend répéter à longueur de journée dans les médias. C'est toujours les mêmes qui sont pris en retraite, comme on dit. Ce que je dis de plus. Et voilà comment l'expression suremployée dans les médias par les hommes politiques ou les journalistes se retrouve dans la bouche des gens ordinaires. Et du coup les journalistes sont contents, ils ont l'impression de vérifier leur description. Ils ne s'aperçoivent pas du tout du caractère circulaire de cette vérification. En fait, ils trouvent dans la réalité ce qu'ils ont contribué à y mettre. Prise d'otage, c'est pas un peu fort, c'est pas un peu exagéré? Écoutez, si vous interrogez les Français qui sont concernés ou les touristes qui sont concernés, franchement, c'est exactement le sentiment qu'ils ont. La méthode hypercritique est généralement pratiquée à des fins argumentatives par des gens convaincus par avance qu'ils ont raison et qui ne manifestent aucune intention de changer d'avis à la lumière des faits. Oui, mais s'ils ont raison. Qui ça? Eh bien, ceux qui pensent que tout le monde a tort. Ceux qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas, que les ouragans sont une punition contre le mariage homo, que l'homme n'est pas le proche cousin du chimpanzé, qu'on n'a jamais marché sur la Lune, que la tourmaline noire nous protège contre les ondes électromagnétiques qui donnent le cancer, que les chambres à gaz sont...
C'est vrai que presque chaque vérité communément admise comme l'orbite de la Terre autour du Soleil suscite l'incrédulité d'une petite minorité persuadée qu'elle a raison tandis que tous les autres ont tort. Comme Galilée. Moi, président de la République, j'aurais aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives. Moi, président de la République, moi, président de la République, moi, président de la République. Moi, président de la République. Anaphore, action de répéter un élément au début de syntagme. Il s'agit donc d'une figure de répétition. J'ai été sur Facebook, j'ai écrit « Cher Vladimir, je te kiffe trop. J'ai vu que 10 000 femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints en Russie, mais toi tu t'en fous, t'es au-dessus de ça. On peut détruire les femmes, mais faut pas détruire la famille. Et puis, entre nous, les femmes qui se font gifler par leur mari, elles l'ont bien cherché. Parce que je le vaux bien. Les femmes qui se font tabasser par leur mari, elles l'ont bien cherché. Parce que je le vaux bien. Et les femmes qui se font tuer par leur mari, elles l'ont bien cherché. Parce que je le vaux bien. Je t'embrasse Vladimir. Je vais m'acheter de quoi sentir la citrouille, quitte à être considérée comme une courge, autant en avoir le parfum. PS, tu fais quoi pour la Saint-Valentin? Le rappeur respecte-t-il les femmes? Non. Oui. Non. Non? Bon, un petit peu comme ça. Comme ça. Un peu. Non, comme ça. Si t'es une miche, viens voir du cash, j'en ai. Pas besoin de pilule du lendemain, je te crache dans le lait. Fais-moi à manger, papa est fatigué. Rappelle-moi ton nom après que j'ai rangé ma bête. J'galère tout mon huge, je lui en mets plein les yeux. Sur le bitume, agenouillé sous le feu. J'prends du recul pour mieux t'enculer, pute. Pute si t'as faim, monte dans le vaisseau. Mange-moi les yeux qui niquent au presto. Pas besoin d'appeler, allo resto. Ça va, le gars il propose de payer à resto. Oui, enfin il dit en échange de quoi, il faut que tu me bouffes les yeux Silico Presto. Ah, d'accord, mais c'est quoi les yeux que ça se trouve c'est bon, je connais pas, ça se trouve... Bah c'est les couilles, il te dit mange-moi les couilles de manière rapide. Ah non, ça c'est dégueulasse alors. Bah oui. C'est quoi le problème avec le fait d'être girly? Je me définis comme une féministe. Respect des sexes et des genres, lutte pour l'égalité des salaires, tout ça, tu connais les bails. Je vois parfois popper dans les commentaires de mes vidéos que c'est un peu contradictoire que je me maquille alors que je suis féministe. Ça et le fait que je suis sûrement une grosse lesbienne frustrée devenue acariâtre parce qu'elle a été infoutue de trouver l'homme dont elle avait besoin. Mais vous voulez un scoop? C'est pas contradictoire. Sur le principe, je me fous totalement qu'une femme se maquille, mette du vernis, des robes, des talons, écoute Taylor Swift et regarde Gilmore Girls, parce que ça ne me concerne absolument pas. On a tendance à opposer féminisme et féminité, comme si les deux étaient incompatibles, comme si le fait de réclamer l'égalité des salaires et la fin du harcèlement m'interdisait formellement de mater des comédies romantiques, de guetter les soldes chez New Look et de mettre des jupes. Mais ça n'a rien à voir, et surtout, ça ne concerne que moi. J'ai même envie de dire, c'est carrément complémentaire. Il ne s'agit que d'une question de choix personnel. Si un homme a envie de mettre une robe et de se maquiller, qu'est-ce qui me donne le droit de lui dire que c'est mal? Si une personne a besoin d'une opération pour se sentir bien dans sa peau, qui suis-je pour lui faire la leçon? Alors bien sûr, ça bouscule nos idées reçues de voir que les gens n'ont pas la même conception de la vie que nous. Maud, tu viens lire ce livre avec moi? Oh non, j'ai pas la tête à ça. Ne dites pas. Allez, juste une page. Un paragraphe. Bah, une ligne, un mot. Dites plutôt. Ok. Faisons plutôt une quiche aux endives. Oh oui, c'est ma spécialité. Le consentement est... C'est pas un peu chelou comme exemple? Ouais, mais au moins là on comprend bien l'idée. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu es... Évidemment, cette notion ne s'applique pas à tout YouTube, qui reste quand même majoritairement une plateforme de divertissement. Et la sagesse collective a quand même besoin de conditions pour fonctionner. Elles ne sont pas toujours faciles à réunir, mais Internet offre quand même souvent cette opportunité. Et il ne tient qu'à nous, non, il ne tient qu'à vous, de les saisir. Ne soyez pas des chimpanzés devant des claviers, écrivez des commentaires constructifs, créez des vidéos, soyez indépendants et contribuez à la sagesse collective sur YouTube. Et surtout, soyez très critiques avec des gens qui citent des auteurs du 19e siècle pour parler d'Internet.